Bonjour, bienvenue à tous à ce débat sur relocalisation et réindustrialisation, donc, qui est co-organisé avec le Cercle des économistes. Je suis Philippe Martin, je suis professeur à Sciences Po d'économie et je préside aussi le Conseil d'analyse économique. Alors, par curiosité, j'ai regardé ce que le Conseil d'analyse économique avait produit sur ce sujet et en fait, de près ou de loin, le Conseil d'analyse économique a fait entre 10 et 12 notes sur ces sujets, relocalisation, réindustrialisation, compétitivité dans les 8 dernières années. Et ce n'est pas étonnant parce que c'est un débat qui est lancinant, qui revient en France depuis au moins une dizaine, voire une vingtaine d'années, et qui a été remis sur le devant de la scène, évidemment, avec la crise du Covid, avec la réponse à la crise que veut donner le gouvernement et dont on parlera certainement, c'est-à-dire le plan de relance, mais aussi de manière moins court terme aussi de ce qui s'est passé en termes de retour, de tension du protectionnisme, qui clairement est en lien avec ces questions délocalisation qu'on voit aussi dans le monde. Alors, c'est un débat qui est récurrent, je l'ai dit. C'est un débat, certainement, vous quatre avez certainement déjà participé à des débats sur ces sujets. Donc, on a 4 intervenants. Je vais les présenter rapidement. Arnaud Montebourg, qui a fondé la marque Bleu Blanc Ruche, qui est évidemment ancien ministre de l'économie et qui est beaucoup intervenu sur ces sujets de délocalisation et relocalisation. Dominique Carlac, qui est vice-présidente et porte-parole du MEDEF. Bernard Guénier, qui est président de PW France et Maghreb. Et Isabelle Méjean, qui est professeure à l'école polytechnique, qui a reçu cette année le prix du meilleur jeune économiste 2020, donc qui est décerné par le Cercle des économistes, et qui est aussi membre du Conseil d'analyse économique et qui est en train d'ailleurs d'écrire une note sur ce sujet de la relocalisation. Alors, avant de vous passer la parole, je vais dire juste quelques mots et je vais être très, très direct. Je vais faire la publicité d'une note qui est parue en juillet au Conseil d'analyse économique sur un secteur pour lequel les délocalisations ont été extrêmement importantes. C'est le secteur automobile. Le secteur automobile français est celui qui a le plus délocalisé dans le monde, à la fois à l'intérieur de l'Union européenne et aussi à l'extérieur de l'Union européenne. Et on analysait 3 scénarios et je serais intéressé d'avoir vos réactions à la fois sur ces scénarios et pour voir si vous avez d'autres scénarios en tête sur cette question de la relocalisation. Alors, le premier scénario, c'était un scénario de relocalisation ou qu'on pourrait appeler aussi démondialisation, en partie spontanée post-Covid, où les entreprises réévaluaient d'elles-mêmes les coûts liés à la délocalisation de leurs sites de production à la fois en Union européenne et hors Union européenne, par une augmentation des coûts de coordination, des coûts de transport. Et donc, du coup, ça amenait à une relocalisation de la production à la fois en Union européenne et en France du secteur automobile. Et clairement, on identifiait donc un arbitrage dont on va certainement parler. Il y avait une augmentation de la production, donc relocalisation, mais aussi une augmentation du coût pour les consommateurs. En gros, 15% de production en plus en France, ça a amené 5% de coût pour les consommateurs. Donc il faut bien avoir en tête cet arbitrage. On peut se dire qu'il n'est pas si mauvais que ça, ou au contraire, il est difficile pour les consommateurs. On pourra avoir ce débat. Le deuxième scénario, c'était un scénario de politique commerciale et qui induisait, lui, un choix de politique commerciale au niveau de l'Union européenne, avec des tarifs, par exemple, qui pouvaient prendre la forme d'un mécanisme d'ajustement en frontière avec le CO2. Certainement, on reparlera de ce sujet. Et là, c'était assez similaire au premier scénario, mais avec un peu moins de relocalisation, puisque, évidemment, ce n'était qu'au niveau aux frontières de l'Union européenne que cette fermeture partielle des frontières se faisait. Troisième scénario, c'est un scénario de relocalisation aussi induit par un choix de politique publique, politique de compétitivité dans ce cas, et c'était une baisse des coûts de production ou une augmentation de la productivité. Donc là, il n'y a pas d'arbitrage entre consommateurs et producteurs, et c'est pour ça qu'en partie, on était favorable plutôt à ce scénario d'une politique de relocalisation via la compétitivité. Mais quantitativement, on soulignait à quel point le défi était important, parce que ce qu'on montrait, c'est que en gros, il fallait une
une baisse de 5% des coûts de production, ce qui n'est pas négligeable dans le secteur automobile, pour avoir une augmentation de 20% de la production automobile en France, de relocalisation, ce qui est très 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 loin de revenir à la situation qu'on avait au début des années 2000. Ces 3 scénarios, encore une fois, je serais intéressé de voir si vous pensez qu'il y en a d'autres, des scénarios de relocalisation. Qu'est-ce que la politique publique peut faire? Qu'est-ce que les entreprises aussi peuvent faire et doivent faire? Donc, je vais vous laisser la parole, chacun 5 minutes. Je crois qu'on peut enlever les masques si vous voulez, ou si vous préférez les garder, mais je pense que ce sera plus agréable pour vous. On commence par Arnaud Montebourg. Merci de votre invitation. Moi, j'aurais une approche un peu plus microéconomique que macroéconomique. Parce que c'est venu d'une expérience au ministère de l'économie. Quand j'ai pris le redressement productif, j'ai commencé à discuter avec M. Ghosn. Je lui ai dit, vous avez délocalisé, M. Ghosn. Et la France, vous savez ce que vous lui devez. Je passe sur votre salaire, ça c'est une autre histoire, mais les sites ne sont pas utilisés. Il m'a dit, d'accord, on va faire un accord, on va discuter. J'ai finalement trouvé un accord avec lui, je vous passe les détails. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on a relocalisé 250 000 véhicules sur 500 000. Donc une augmentation quand même de la moitié de ce qui existait encore sur le territoire. Alors, il y a eu une négociation homérique dont je me souviendrai toujours. C'est l'arbitrage entre Flins et Bursa, l'usine de Turquie, sur la fabrication des Clio. Et on était au centime. Donc vous aviez la FO, la CGC, qui était prêt à signer l'accord contre flexibilité, gel des salaires pendant tant d'années. Bon, c'était pas énorme, mais il y avait des concessions quand même sociales dans un accord de compétitivité qui a été signé par 65%, sauf la CGT, tout le monde a signé, FO compris. Et en contrepartie, il y avait une augmentation du temps de travail, parce que chez Renault, ils étaient à 32 heures, donc ils sont remontés à 35, par exemple. Et donc, dans ce mécanisme-là, il y a eu 250 000 véhicules relocalisés, 5 000 personnes embauchées et tous les sites qui sont arrivés à 90% d'utilisation. Donc, c'est possible. Je prends l'exemple de la 5G. En dehors du débat technologique qui est parfaitement légitime, qui devrait être mené un peu plus sérieusement par les uns et les autres. Admettons que nous fassions ce choix technologique. Nous avons toutes les ressources sur le territoire, les semi-conducteurs ST microélectronique, les restes d'Alcatel et détruits par Nokia. Nous avons tout ce qui reste de l'histoire électronique française. Nous pouvons, nous, avoir une stratégie de reconstruction d'une sorte de nouvelle Alcatel dans l'équipement 5G. D'abord parce que nous savons le faire, nous avons la compagnie des signaux qui sait le faire. On sait le faire sur les trains, la mobilité, pourquoi on ne saurait pas le faire sur les communications. On est capable de se remettre à niveau dans une course technologique. J'ai fait les calculs avec les industriels. Il ne faut même pas 1 milliard pour reconstruire ça. Donc on met 7 milliards dans l'aéronautique, 100 milliards là, mais on ne trouve pas. Enfin, on ne trouve pas. On pourrait mettre 1 milliard là-dedans, ça marcherait, par exemple. Et on reprendrait tous les salariés virés par Nokia, d'Alcatel, Lannion, Nosé, etc. Donc ça, en microéconomie, c'est ça qu'il faut faire. Mais ça suppose qu'il y ait un État qui dise on le fait, que les industriels soient autour de la table, qu'on trouve un leader pour le faire et un opérateur. Bref, il faut faire autre chose que du guichet. Le problème de l'administration, c'est qu'elle fait du guichet. Et du guichet multicritère, surtechnocratisé, avec des gens qui ont peur du privé. Parce que c'est ça l'histoire. Bon, donc complètement à côté de la plaque. Donc ça, c'est de la relocalisation. Je peux vous faire la même histoire dans le médicament. Il y a 1400 médicaments en France qui sont manquants et en Europe. C'est des commodités, il n'y a plus de brevets. Les majors de la pharmacie s'y intéressent plus parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a plus d'argent comme ils souhaitent en gagner à gagner selon leur vue. Mais on pourrait imaginer avec des coûts de production qui sont parfaitement maîtrisés, avec la robotique, on pourrait imaginer avec une coopérative qui fonctionnerait très bien, où on pourrait produire les médicaments dont on a besoin à coût, je veux dire avec très faible marge. C'est pas gênant, c'est pas les marges des majors de la pharmacie, mais là aussi il y a des projets qui sont arrivés sur la table, qui ont été expertisés par tous les grands cabinets qui connaissent ces secteurs. C'est des emplois en par milliers qui pourraient être relocalisés. Et pour la balance commerciale, c'est formidable. Donc j'ai envie de dire, on n'a plus besoin d'administrateurs au ministère de l'économie, on a besoin d'ingénieurs.
et encore des ingénieurs, des industriels, quoi. Voilà. Donc pour moi, la relocalisation, c'est des points de couture sur chaque filière, et on prend tous les secteurs stratégiques vitaux et on s'y met. Et dans 2-3 ans, on aura les fruits de nos efforts. Mais ça suppose que faut le faire, quoi. Il faut juste le faire. Voilà. Dominique Carlac. Alors, suite à l'intervention d'un entrepreneur qui a délibérément choisi l'approche microéconomique, moi je vais prendre une approche macroéconomique alors que je représente plutôt la microéconomie et les entreprises. En 2020, quand on parle de relocalisation, quels sont les enjeux, de quoi parle-t-on ? Alors on parle avant tout de sortie de crise Covid et entrée post-Covid. Nous ne voulons pas d'une génération sacrifiée Covid, donc c'est avant tout une problématique d'emploi, de maintien et de capacité à continuer à créer de l'emploi dans un pays qui est démographiquement important et qui a une tradition industrielle historique. Donc le premier enjeu, c'est comment se donne-t-on les capacités de maintenir et de créer encore de l'emploi en France pour les années à venir. Deuxième enjeu, et ça c'est la crise Covid qui nous l'a révélé un peu plus que d'habitude, un vrai enjeu de souveraineté. Puisque quand on a observé, vous venez de citer, M. Montebourg, les médicaments, quand on se rend compte que la plupart des principes actifs, nous ne les maîtrisions pas en termes de production, il y a un vrai sujet. Et à chaque crise, grande crise mondiale, on a eu un vrai enjeu de souveraineté dans la politique industrielle de chacun des pays concernés. En 1945, on sort de la guerre, la dissuasion nucléaire et l'arme nucléaire et l'énergie nucléaire, on crée le CA. Pourquoi ? Parce qu'on a un enjeu de souveraineté sur l'énergie. Quand en 1962, en plein dans la crise de la guerre froide, Kennedy dit « nous aurons un homme sur la Lune », on est également dans un enjeu de crise et de maîtrise de sa souveraineté. On y est également aujourd'hui en se disant qu'il y a un certain nombre de secteurs clés sur lesquels nous devons garder une forme de souveraineté qui induit qu'il faut localiser ces productions. Alors la question, c'est comment on y arrive. Alors la première chose, au risque, je ne dis pas d'écorner ou de contredire ce qui sera dit tout à l'heure dans le rapport que PwC va nous présenter, je pense que nous devons combiner une approche certes venant du terrain et des entreprises, parce que par exemple sur la transition écologique, nous n'avons pas attendu d'avoir des incantations politiques pour nous y mettre. Nous avons dans le pipe des projets, simplement ça met un certain temps avant que ça soit opérationnel. On ne travaille pas sur la pile à hydrogène en 6 mois pour changer et faire la transition écologique. Donc bien sûr qu'il faut une approche au cas par cas bottom-up, mais il faut surtout une articulation régalienne d'une vraie politique industrielle digne de ce nom avec des approches terrain. Et cette approche régalienne, on n'arrive à rien si l'État n'est pas en 2020 et a fortiori en 2050 une tête pensante pour ce faire. Je m'explique. Nous sommes au pays des charbonnages de France. Et dans nos élites, et la politique industrielle dans nos élites, et pas loin d'ici, est encore pilotée par des descendants des charbonnages de France. Et ça ne va pas du tout. On doit renouveler nos élites et les têtes pensantes de la macroéconomie. Je m'explique. Aujourd'hui, pour relocaliser de l'activité industrielle, il faut qu'elle soit compétitive. Et pour qu'elle soit compétitive, il ne faut plus dissocier politique industrielle et politique numérique. Je suis bien placé pour savoir quelles sont les guerres des tranchées entre le monde du numérique et le monde industriel, parce qu'au MEDEF, nous avons des fédérations métiers par branche. En réalité, que ce soit au MEDEF ou que ce soit à Bercy ou partout où on pense à relocaliser, il faut nécessairement associer politique industrielle avec politique digitale, politique numérique. Ça n'est pas fait aujourd'hui. Troisième condition pour y arriver, qui dit souveraineté ne dit pas étatisation rampante, ne dit pas anti-libre-échange. Nous devons essayer de concevoir une politique industrielle qui, tout en étant souveraine, favorise le libre-échange parce que c'est encore là qu'on arrive à rayonner et à exporter notre production. C'est pourquoi nous ne pouvons pas raisonner seuls. Nous devons nécessairement, même si on n'est pas un européiste convaincu, raisonner à minima sur une souveraineté européenne. Et dernier point, puisque si nous devons parler Europe, et je suis représentante du MEDEF, donc vous ne serez pas surpris par la nécessité
d'améliorer structurellement la compétitivité de nos entreprises. Nous avons gagné une petite manche sur la baisse des impôts de production, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre à minima la moyenne européenne sur les charges qui pèsent sur les entreprises, pour que justement il y ait un débat sain entre État et entreprise, mais un débat sain entre ce que vous avez soulevé tout à l'heure, monsieur, entre consommateurs et producteurs. Parce que je ne suis pas sûr aujourd'hui que les consommateurs soient prêts à payer le prix de la relocalisation de production, sauf à travailler sur les conditions de compétitivité. Merci. Merci. Bernard Guéminier. Écoutez, tout ce qui a été dit, j'y souscris. En réalité, je vais peut-être essayer de faire le lien entre le micro et le macro et poser un certain nombre peut-être de conditions et les compléter. Évidemment qu'il faut travailler au niveau du micro et je dirais au niveau du secteur, en trouvant les moyens pour chaque secteur d'activité de poser les conditions du succès de ces secteurs. Et au niveau macro, c'est réfléchir au rôle et responsabilités des acteurs. Et donc, si on veut déjà définir il faut donc définir une vision stratégique. Parce que je pense que parler de souveraineté, c'est une chose, mais je pense que c'est un peu un mot valise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté? C'est une souveraineté sur quoi? Pourquoi? Donc, je pense qu'il faut plutôt parler d'un État qui est stratège. Et quand je dis État, il est inévitable de raisonner au niveau européen. Pourquoi? Quand vous regardez le poids de la France dans l'économie mondiale, et moi je le vois au sein de PwC qui moi, représente la France dans un réseau, quand vous faites 3-4% de l'économie mondiale, vous devez vous allier. Non pas pour vous allier pour le principe de vous allier, mais surtout parce que vous représentez une vision du monde finalement. Et on voit bien que le combat Chine-États-Unis, pour simplifier le combat actuel dans le monde, nécessite une présence de l'Europe. Donc, et parce qu'on a à défendre des valeurs. Donc il y a une vision du monde à défendre. Et donc cette vision stratégique de l'État français au sein de l'Europe doit être portée. Donc derrière, c'est les rôles et responsabilités à la fois de l'Europe, de l'État, des territoires et des acteurs dans les territoires. Et pour moi, l'Europe doit être l'acteur qui doit définir les investissements d'avenir, qui doit prendre les paris, qui doit mobiliser les pays en répartissant les rôles et responsabilités, comme on l'a fait au sein d'Airbus à un moment donné ou sur d'autres secteurs. C'est pas facile, mais c'est essentiel. L'État, lui, est un acteur de l'attractivité et qui doit définir les modes qui permettent, notamment en matière d'impôts de production, je pense que c'est un bon mouvement pour redéfinir les conditions de l'attractivité d'un territoire national. Et puis vous avez les territoires, les régions, où là, la question doit être, et je vais prendre un exemple, parce que je vais prendre un exemple récent, parce que j'ai eu à y travailler dessus. Ferrero est une entreprise italienne qui a une implantation en France. Elle est là depuis les années 60. Elle va investir 50 millions d'euros dans un nouveau site logistique dans la région normande. Si elle le fait, c'est parce qu'elle est venue en France, parce qu'il y avait des approvisionnements sucre et lait en Normandie et autour. Il y avait une situation logistique et une possibilité de reconvertir un site industriel. Et donc, la responsabilité d'une région et des acteurs régionaux, c'est de créer cet écosystème pour attirer les talents. Et donc, là, on revient sur aussi un élément très important. Arrêtons de parler d'industrie, arrêtons de parler de services. Nous passons dans l'économie de la fonctionnalité. Industrie-service, dans le digital, moi, je ne sais pas ce que c'est. Tout est lié. Donc, il y a un vrai travail, là aussi, de vision de ce monde. Et donc, derrière, quels investissements on fait? Et je suis d'accord avec Arnaud Montebourg, la culture que nous avons de la stratégie économique en France doit changer. La culture du guichet ne fonctionne pas. C'est une culture de coalition qu'on doit mettre en œuvre. Et il faut que l'État accepte d'être un ensemblier, mais pas un donneur d'ordre. Et ça, c'est un changement drastique de culture et de leadership. Isabelle. Oui, merci. Merci de m'avoir invité. Je ne sais pas si ça marche. Finalement, je pense que ce qu'on voit, c'est que tout le monde est un petit peu d'accord. Peut-être le débat va être un peu ennuyeux. Je pense qu'il y a un constat qui est la nécessité aujourd'hui de prendre le plan de relance comme une opportunité pour avoir une action très importante sur le volet politique industriel. Et donc ça, c'était déjà pas donné, mais c'est quelque chose qui a été finalement acté dans le plan de relance. Il y a un engagement budgétaire qui est important sur le volet industrie.
à la fois sur des questions de relocalisation et sur les questions de compétitivité, qui sont les deux grandes questions qui ont déjà été évoquées. Donc l'engagement, il est massif. On a la baisse des impôts sur la production, on a 1 milliard d'euros sur des projets de relocalisation, des soutiens à un certain nombre de filières, l'automobile, l'aéronautique, le spatial, les filières de la transition écologique, un certain nombre de mesures qui visent plus spécifiquement la recherche et développement, l'exportation, etc. Donc je pense qu'on peut dire qu'il y a un plan qui est assez ambitieux du point de vue du budget sur ces questions-là. Les questions qui vont se poser maintenant, et elles ont déjà été finalement un peu abordées dans les premières interventions, ça va être celle du ciblage, de la mise en pratique finalement, comment on va dépenser cet argent. Il ne suffit pas de décider de dépenser beaucoup d'argent. Ce qu'on veut, c'est évidemment que chaque euro qui est dépensé soit dépensé de la manière la plus efficace possible. Et c'est ça la question qui est extrêmement difficile et qui est particulièrement difficile, je pense, aujourd'hui, parce que finalement, il y a beaucoup d'argent, mais il y a aussi énormément d'objectifs. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant, la souveraineté, la compétitivité, la transition écologique. Tous ces objectifs sont évidemment importants, mais à un moment, il va y avoir la question de savoir comment on hiérarchise tout ça et comment on cible, en particulier sur l'enveloppe relocalisation, comment on choisit les projets d'investissement qui vont permettre d'atteindre ces différents objectifs et parallèlement qui vont apporter une efficacité suffisante de la dépense publique. Et donc là, c'est une question qui, au moins du point de vue d'un économiste, est très difficile parce qu'il s'agit de réussir à identifier parmi potentiellement énormément de projets d'investissement ceux qui vont effectivement générer ce qu'on appelle des externalités, ceux qui vont permettre de développer de l'activité pérenne, de l'emploi pérenne. Et ça, on sait que c'est extrêmement difficile. Donc pour ça, je pense qu'il y a une question qui est importante, qui n'a pas tellement été discutée jusqu'ici, c'est celle de la gouvernance. On ne sait pas très bien aujourd'hui qui va gérer cet argent, qui va décider finalement de l'allocation de ces projets d'investissement. Donc il va y avoir des appels d'offres qui vont être faits, et puis quelqu'un va devoir arbitrer. Et ce quelqu'un, cette gouvernance va devoir arbitrer sur, encore une fois, des objectifs qui sont multiples et un besoin d'efficacité qui est très difficile à évaluer. Donc, je pense que je suis très d'accord avec ce qui a été dit. Finalement, parler de souveraineté, de compétitivité, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'apporter finalement des critères peut-être quantitatifs pour essayer d'identifier là où les problèmes de souveraineté sont particulièrement importants. Je ne sais pas quel est le critère qu'on peut apporter ici, mais là où les coûts sont raisonnables, j'appuie ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, quand on parle de relocalisation, de souveraineté, il faut garder en tête le coût, puisque ce coût, parfois il est faible, parfois il est important, et c'est très important d'avoir une idée de ces coûts quand on fait des choix d'investissement. Comparer ces coûts avec des solutions alternatives sur les questions de souveraineté, il existe d'autres solutions que la relocalisation, et donc je pense que c'est important de garder en tête finalement les coûts des différentes options pour choisir les meilleures options au cas par cas. Je suis finalement assez d'accord. Et puis le dernier volet, c'est celui de l'évaluation, parce que sur toutes ces questions-là, finalement, les diagnostics, ils ont été faits il y a longtemps. La compétitivité, effectivement, c'est un problème qui est bien identifié. La France a perdu des parts de marché à l'international depuis le début des années 2000. Donc, on n'a pas attendu finalement la crise du Covid pour se rendre compte qu'il y avait un problème de compétitivité en France. On a déjà fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui ont été essayées. Je pense qu'on peut dire qu'on n'a pas encore trouvé la solution miracle. On ne sait pas très bien ce qui marche. Donc, quand on dit qu'il faut faire du cas par cas, il faut aussi évaluer au cas par cas ex post quelle a été la rentabilité de la dépense publique. Et puis, se donner la possibilité de la flexibilité. Donc là, je ne sais pas très bien qu'est-ce qui est prévu, mais c'est assez clair qu'on a un plan de relance qui est très ambitieux, qui a été élaboré dans l'urgence, ce qui était normal du point de vue de la situation sanitaire,
Mais aujourd'hui, il faut évidemment se donner la flexibilité de revoir certains arbitrages budgétaires parce qu'on va se rendre compte que certains objectifs ne sont pas atteignables ou pas atteignables avec les instruments qui ont été mis en place. Bon, merci. C'est très bien parce que j'avais envie qu'on parle évidemment du plan de relance. Donc je vais vous relancer sur le plan de relance chacun d'entre vous. Isabelle, je crois que tu as pointé un certain nombre de questions qui sont les questions les plus importantes en termes d'instruments, des montants et de la gouvernance. Je crois que ça, c'est les sujets qui se posent. Donc j'ai assez envie de vous poser un peu à chacun d'entre vous à la fois le regard critique que vous pouvez avoir sur ces trois aspects ou d'autres dans le plan de relance en lien avec la question des relocalisations, mais aussi les propositions que vous avez envie de faire pour améliorer les choses. Parce que, comme l'a dit Isabelle, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas, disons, très précises. Et donc, je pense qu'on est encore dans le temps où les choses peuvent changer et peuvent être améliorées. Arnaud Montebourg, là-dessus ? Moi, je considère que le plan de relance, c'est un très beau packaging politique. Parce que ça permet au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'économie, de dire bon, allez, on le fait, on le fait, on le fait. Mais on sait que ça ne se fera pas. Moi, je le sais. Madame du MEDEF nous donnera son point de vue. Mais moi, je sais que ça ne se fera pas parce que je connais la musique. Quand vous mettez d'abord, il y a 40 milliards. Alors, je vous fais la lecture des 296 pages que je me suis tapé. Très intéressant. Vous mettez, déjà, il y a 60 milliards qui sont des dépenses sous autorisation, appel d'offres, permis de construire, permis de ceci, enquête de cela, etc. Donc là, déjà, vous en avez pour 2, 3, 4, au mieux peut-être 5 ans. Donc, comme les PIA, 11 milliards sur le PIA, par exemple, pour avoir pratiqué l'usage du grand emprunt, programme d'investissement d'avenir, PIA, ça marche au compte-gouttes. Vous avez des bagarres entre technos sur chaque ligne, sur chaque dépense, et ça dure de façon infinie. Les ministres n'ont pas le temps d'arbitrer parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes, puis comme ils n'ont plus de cabinet, donc ils s'en remettent à l'administration, qui elle-même est divisée, etc. Bref, c'est le bazar. Ça ne marche pas. Donc ces dépenses-là, elles n'auront pas lieu dans le temps des besoins d'un plan de relance. C'est un plan d'investissement de long terme, ce n'est pas un plan de relance de court ou moyen terme. Or, l'urgence, elle est pour là. Dans les 40 milliards opérationnels, et encore j'étais un peu généreux quand j'ai fait mes 2 colonnes, là-dedans vous avez la baisse d'impôt de production. Je pense que c'était une meilleure mesure que de baisser l'impôt sur les sociétés. Parce que l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt sur un revenu. L'impôt de production, c'est un impôt sur une activité. Or, on avait commencé la baisse d'impôt sur les sociétés. Bon, donc, je trouve qu'on aurait pu faire plus sur la baisse des impôts de production et ne pas toucher à l'impôt sur les sociétés, c'était pas du tout gênant. Et ça, c'était d'ailleurs une revendication du monde entrepreneurial. Mais revenons à ce point. Les Japonais ont fait une chose pour la relocalisation. Nous, on a mis 400 millions sur le papier. Moi, j'ai déjà une entreprise qui est venue me voir parce qu'ils sont perdus. Entre les préfets, les régions, vous avez le double arbitrage, ils se battent entre eux. Puis le président de région, en campagne électorale, veut que ce soit dans telle région de sa région, mais pas dans l'autre. Enfin, n'importe quoi. Donc vous avez double commande sur de l'argent qui est de l'État. Donc la région, elle n'a rien à mettre dedans. Et on s'aperçoit, alors je vous donne cet exemple parce que c'est du vécu. Donc vous avez une entreprise de 350 salariés qui dit « Moi j'arrête de sous-traiter en Chine, je vais établir une ligne de production ici, ça va me faire un embryon, c'est mieux pour mes séries, ça va me faire un embryon de production, 25 CDI, j'ai 8 millions d'investissements à faire, je ne peux pas mettre plus d'1 million parce que je n'ai pas le cash. » Donc on va voir le préfet, je vais voir le préfet de région que je connais, je l'appelle, je dis alors qu'est-ce qu'on fait? La présidente de région me dit oh là là, il y a les aides d'État, la région va nous, l'Europe va nous corriger, c'est pas possible, on peut pas mettre plus de 2 millions, puis après on va peut-être aller voir la caisse des dépôts pour le foncier, puis après on va peut-être mettre la formation sur les crédits ceci, donc on est parti dans un truc délirant. Donc on sait que ce projet ne se fera pas. Donc les 400 millions, ils vont rester 400 millions. Parce que vous avez une approche multicritère, totalement terrorisée par la censure européenne, et même des préfets courageux qui savent s'accrocher au lustre, faire de l'acrobatie bureaucratique, n'y parviennent pas. Bon, donc ce plan de relance est un plan encalminé dans la bureaucratie. Mais je comprends voilà. La critique juste. Donc, alors j'y viens. Dites-nous ce que vous voudriez les Japonais, faire pour que ce soit plus je efficace. suis pour faire ce qu'ont fait les Japonais.
Les Japonais, ils ont annoncé 2 milliards. Ils ont dit, voilà, nous, on vous paye 75% du prix de la relocalisation. Parce que fermer une usine et la réimplanter, ça coûte très cher. Tout ça, ça fait un prix. On vous paye 75%. On ne regarde même pas. Tant pis, il y aura des effets d'aubaine, c'est pas grave. Pour tout ce que vous fermez en Chine et que vous rapatriez sur le sol japonais. Résultat, j'ai vu ça sur le site du MITI. 1674 projets pour 14 milliards d'investissements. Franchement, troisième puissance mondiale capable de créer un flux d'investissement de 14 milliards sur son sol, spontanément en 2 mois. Donc franchement, on prend les 1000 premières entreprises, pas les 40 premières, qu'à 40, pas les 120 premières, non. Les 1000 premières entreprises, on leur dit, voilà, vous avez soit de la sous-traitance, soit qu'est-ce qu'on peut faire à modèle économique à peu près équivalent pour éviter des pertes de compétitivité. Et il y a beaucoup de choses à faire avec la robotique, il y a des solutions de modèle économique qui nous permettraient d'aller très très vite si le plan de relance sert, c'est fait pour ça, à payer 75 à 80% de la somme totale. C'est un investissement qu'on ne porte pas, il n'a pas besoin d'être amorti dans la comptabilité des entreprises, et les entreprises se concentrent sur la rentabilité, la compétitivité de leur modèle sans avoir apporté l'investissement. Ça marcherait. Ok. Dominique Carlac, est-ce que vous êtes aussi critique Alors, sur le plan de relance? Je ne me permettrai pas d'être aussi critique parce que ce qui a été lancé en pleine crise Covid sur les besoins court terme a été vertueux. Mais je ne parle pas du plan de relance. Quand vraiment il y a eu un besoin de trésorerie massif des entreprises parce qu'une PME va au tapis pour un problème de trésorerie, là l'État a été au rendez-vous. Pour ce qui concerne le plan de relance, aujourd'hui on considère que, on va dire, on est dans une certaine forme de cour des grands par les chiffres qui ont été annoncés, mais on commence à poindre la difficulté que vient de soulever Monsieur le Ministre, à savoir, premièrement, quelle est l'accessibilité de toutes ces aides, compte tenu du logiciel qui n'a pas été changé, compte tenu des multi-critères et des multi-intervenants sur la décision publique. Et je ne milite pas, je ne fais pas partie des gens qui militent pour le guichet unique parce que c'est une vue de l'esprit. Pour autant, quand je vois que sur certaines dispositions du plan de relance, il y a par exemple des listes de produits qui sont éligibles. Je prends un exemple, dans l'agroalimentaire, relocaliser une usine pour fabriquer de l'huile ou la transformer, c'est possible. Si c'est le vinaigre, c'est pas possible. Mais quelle aberration! Qui a pu penser dans un ministère qu'il fallait mettre cette liste? Donc l'histoire n'est pas de rajouter le vinaigre à la liste, l'histoire c'est de virer les listes. De se dire en fait, que veut-on faire à court terme pour pouvoir redynamiser notre industrie? Or, si on part sur des listes, on est vraiment dans une approche très bureaucratique. Deuxième point, donc simplifier. Deuxième point, les multiples intervenants, les cofinanceurs, on a l'impression qu'on va élargir le gâteau. En réalité, on va dire pas de bras, pas de chocolat. C'est-à-dire que justement, le gâteau va s'éloigner, plus il y aura d'intervenants dans la décision. Donc je ne sais pas, je n'ai pas la solution, parce que moi je ne m'occupe pas du public, je m'occupe plutôt du privé. Je n'ai pas la solution, mais faire intervenir dans la décision soit de l'interministériel, soit du cofinancement État-région, je ne suis pas sûr que ça réponde à l'immédiateté du besoin des entreprises. Troisième élément, il faut changer le logiciel. Et là, c'est quelqu'un du privé qui va vous parler. Quand je vois que pour certaines aides, il faut démontrer un business plan, et je suis désolée Isabelle, je vais peut-être écorner un peu votre pensée d'économiste, mais quand je vois que le décideur public veut utiliser des outils d'aide à la décision qui relèvent de l'actionnaire, c'est-à-dire je veux un business plan à 10 ans pour me démontrer que les 2 € que je vais mettre sur votre projet vont être vertueux. Mais ce n'est pas ça une politique d'État. À un moment donné, l'État investit là où l'actionnaire ne peut plus investir parce qu'il a une vision stratégique pour son pays. Et c'est là où je m'inquiète, et pas simplement là depuis quelques semaines, mais depuis des années, sur le fait que l'État stratège ne doit pas avoir des raisonnements qui sont celui de l'actionnaire. L'État investit là où l'actionnaire, justement, protège son industrie et protège sa pérennité. Donc, l'outil de la décision publique doit radicalement changer.
pour ce faire, on doit faire évoluer le personnel qui s'en occupe. Bernard Gagné. Bon, peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit. Donc, d'abord rappeler une chose, parce qu'on parle de relocalisation, mais en réalité, relocalisation, ayons bien en tête que dans l'étude qu'on a faite pour le Conseil national des achats, qui regroupe les grandes entreprises et qui se sont posé la question de savoir quels composants aux produits ils allaient relocaliser, on parle de 60 milliards. Hein. Donc, c'est 2,5% du PIB. Donc, relocalisation, c'est en fait un enjeu, mais c'est pas ça le véritable enjeu. Donc le sujet des investissements stratégiques de demain, c'est quand même le plus important. Donc sur ce sujet, c'est vraiment la stratégie qui compte. Donc j'y reviens. Et donc si on regarde simplement ces achats importés qui ont très largement dégradé depuis 15 ans la balance commerciale française, il y a 5 secteurs clés. Donc il y a automobile, machine, électronique, industrie chimique et alimentaire. C'est l'essentiel. Donc si on se focalise là-dessus, il faut rentrer dans le détail de quels sont les soutiens que l'État doit donner et à quels endroits, sur quels composants, sur quels matériaux, parce qu'il ne faut pas non plus, je dirais, dire c'est tout le monde peut venir. Je pense qu'il faut vraiment une vision, une stratégie. Donc ça nécessite, et là je vous rejoins, ça nécessite une vision collective des différents secteurs avec des acteurs qui sont capables d'emmener l'ensemble de l'écosystème, dans le privé et dans le public. Et donc, il faut coaliser et gouverner autrement. Donc, je rejoins ce point. Donc, pour moi, ça, c'est le premier point. Et je veux revenir sur l'aspect investissement d'avenir. Et là, je pense que les Japonais et les autres pays savent, dans leur modalité d'action, assembler les compétences et pas simplement le faire à travers une vision un peu centralisante, top-down, comme on dit en anglais, et on fait appel à tous les acteurs. Donc coaliser, mobiliser les acteurs pour véritablement discuter des enjeux stratégiques et de chaque secteur, et ensuite de faire des choix et de les expliquer avec une vision qui est ne pas distinguer industrie-service, parce que ça aussi c'est un grand enjeu, à mon avis, dont personne ne parle, dans une économie de l'immatériel, avec une digitalisation qui s'accélère avec la crise. Toutes les entreprises aujourd'hui passent dans le cloud, il y a un besoin de formation énorme de tous les collaborateurs, l'usine devient complètement technologique. Aujourd'hui, comme disait M. Pouyanné hier soir dans un autre événement, aujourd'hui dans l'usine, vous recrutez des jeunes pour jouer avec des jeux vidéo parce que fondamentalement, vous jouez avec de la donnée, vous traitez des sujets qui ne sont plus du tout des actes d'usine traditionnels, peut-être qu'on les imagine. Donc l'usine de Taylor, elle est loin de nous. La cybersécurité, par exemple dans le secteur électrique, on a fait une étude, il y a un potentiel de 200 000 emplois dans la filière industrielle de l'électrique dans les 10 ans qui viennent. Est-ce que c'est dans le plan de relance par rapport au potentiel? Moi, je ne l'ai pas beaucoup vu. Donc, je rejoins le constat qu'on a plutôt assemblé des mesures préexistantes, on a mis des coups d'accélérateur, on l'a packagé environnemental, industrie et un peu de sociétal. Donc ça, c'est pas, pour moi, idiot. Je pense que c'est assez logique dans le monde de demain. Mais on a plutôt collecté des choses et la capacité à exécuter me paraît vraiment et du monitoring de l'exécution. Il y a un vrai enjeu. Là je questionne. Isabelle, c'est toi qui as lancé le débat sur cette question, donc c'était clairement une bonne question. Mais pour les économistes, c'est vrai qu'il y a quand même un arbitrage entre, d'un côté, on voit bien, aller vite, choisir des critères qui ne sont pas ceux des actionnaires, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt, en effet, pour l'État de se substituer aux actionnaires. Ce ne sont pas les objectifs. Donc, c'est des objectifs que les économistes identifient comme des externalités en termes d'emploi, en termes de recherche et développement, etc., etc. Et c'est quand même pas si simple de se dire, il faut bien choisir les projets, il faut aller rapidement, et en même temps, il faut avoir en effet du rendement qui n'est pas du rendement privé, qui est du rendement au niveau d'une politique stratégique. Donc tu as posé des questions, je ne sais pas si tu as un certain nombre de réponses, certaines ont été données. Je trouve qu'on a été tous, enfin vous avez été tous très critiques, il y a eu des éléments assez critiques, il y a eu, ou inquiets disons, sur un certain nombre de ces enjeux sur le plan de relance et la relocalisation. Il y a quelques pistes qui ont été données. Est-ce que Isabelle, tu en as d'autres? Je ne sais pas si
j'en ai d'autres, mais disons que moi, je ne suis pas sûre d'être très d'accord sur l'urgence de la dépense. Je pense qu'il y a un enjeu, effectivement, c'est de réussir à dépenser. Et je suis entièrement d'accord, ça ne va pas être facile. Il y a quand même une probabilité non nulle de se retrouver avec une partie substantielle de cet argent dans 2-3 ans sans avoir réussi à dépenser. Moi, je ne suis pas convaincue que le bon critère, ça soit celui de l'immédiateté. Il y a un problème important, c'est celui de la crise économique. Et dans le plan de relance, il y a quand même un certain nombre de mesures qui sont là pour gérer l'urgence, le chômage partiel, les soutiens au financement des entreprises. C'est des mesures qui sont, à mon avis, très adaptées pour gérer le problème d'urgence qui est celui de la crise économique et d'essayer de faire repartir l'économie française le plus rapidement possible. C'est un enjeu évidemment très important et qui nécessite de mobiliser des fonds importants. Je ne suis pas convaincue que la partie politique industrielle doive contribuer à cet effort de relance dans l'immédiateté. Je pense qu'il y a quand même besoin de réfléchir parce qu'effectivement, tous les projets ne se valent pas. Et les critères sont très difficiles à mettre en place. J'ai vraiment pas la prétention d'avoir la moindre solution. Si on me demande demain, est-ce qu'il vaut mieux financer la relocalisation d'un certain nombre de principes actifs en France ou des activités innovantes qui vont créer de l'activité dans le futur, c'est un arbitrage qui est extrêmement difficile à mettre en place. Mais je pense qu'il faut essayer de le mettre en place et qu'il faut essayer de se donner des critères objectifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tout à une forme de technocratie peut-être un peu opaque. Au contraire, moi je pense qu'il y a vraiment besoin de mettre à plat la gouvernance, encore une fois, et de confier cette activité-là à une agence dédiée qui serait probablement composée de partenaires de différentes industries, de différents ministères et probablement aussi des partenaires industriels. Mais je pense qu'il faut aussi donner à cette agence un mandat très clair et des critères. Parce que les critères, à mon avis, sont cruciaux. C'est ce que dit Philippe. Les économistes, on considère que dépenser de l'argent public, ça ne suffit pas. Il faut une rentabilité en termes d'externalités. Et ces externalités, il faut essayer au moins de les mesurer, même si c'est une tâche qui est très difficile. Bon, merci. On voit bien l'arbitrage aussi court terme, long terme, mais dans le plan de relance, ceci dit, en effet, il y a une partie, il me semble que les questions relocalisation ne sont pas en effet de la relance de court terme de la demande. Après, on peut avoir ce débat sur relance de la demande, relance de l'offre, mais en tout cas, relocalisation, ce n'est pas quelque chose dont on se dit, c'est dans les 2-3 mois. Mais on peut... Nous avons besoin aujourd'hui d'une autre manière de procéder pour la dépense. Le fait qu'on prenne les secteurs déjà, ça devrait nous guider. Mais il n'y a pas ça. Sur chaque sujet, vous avez 3 objectifs. Compétitivité, territoire, transition écologique, innovation. C'est compliqué de demander à une entreprise de faire tout ça à la fois. On peut en faire peut-être 2, mais 4, ça devient compliqué. Donc tout ça, ça ne marche pas. Bon, donc on le sait. Alors maintenant, comme disait ma voisine, regardez ce que font les autres. Ils ne font pas comme nous. Ils sont beaucoup plus efficaces. On a une urgence absolue quand on va perdre entre 1,5 million et 2 millions d'emplois dans les services, dans tous les secteurs. Il y a quand même 3 millions d'employés dans le tourisme, 1 million dans les cafés, hôtels, restaurants. Si on perd un tiers de ça, où est-ce que le tarif, plus les jeunes qui arrivent sur le marché du travail qui ne trouvent pas, enfin, vous voyez dans quel niveau d'urgence économique et sociale on se retrouve. Donc, c'est pas vrai que la relance, ça peut attendre. Parce que de toute façon, quand je dis la relance, la relocalisation, pardon, ça peut attendre. C'est une des composantes de la relance. Pourquoi ? Parce que si c'est pas relocalisé ici, ce sera relocalisé ailleurs. Et c'est les autres qui prendront. Les Chinois, ils le font, les Japonais le font, les Allemands n'ont pas besoin de le faire, les Américains le font avec Trump maintenant et Obama depuis de nombreuses années. Nous, on a un peu de mal à s'y mettre et à mettre les moyens. Donc là, il faut des procédures exceptionnelles pour le faire. Et il ne faut pas 400 millions, et il ne faut pas demander des BP à 10 ans, parce que ça veut dire que l'État prend une partie du risque.
Il faut l'assumer. Et s'il y a des crashs, il y aura des crashs. Et le ministre doit dire, bah oui, il y aura des crashs. Et voilà, c'est la vie. C'est l'entrepreneuriat partagé. C'est ce que monsieur appelle l'ensemblier, hein, l'assemblage. C'est très, très juste. C'est-à-dire avoir tout le monde ensemble. Et en effet, si on reconstitue une industrie, il y a plusieurs parties dans le privé. Et l'État peut, en apportant les sommes de l'amorçage, du réamorçage, peut assumer en quelque sorte de mettre tout le monde autour de la table et de faire travailler tout le monde. Voilà. Ça ne me paraît pas insurmontable, hein. On sait faire normalement. C'est une question de volonté politique, puis peut-être de vision politique. Il ne faut jamais trop, vous savez, comme disait Clémenceau, il ne faut jamais confier la guerre aux généraux, il ne faut jamais confier l'économie aux inspecteurs des finances. Bon, ils sont à côté. Peut-être un dernier point sur le plan de relance. Donc, ne confondons pas court et long terme, on l'a dit. Le court terme, pour moi, il me semble que le vrai sujet, c'est il faut quand même que les entreprises puissent avoir accès aux clients. Donc le sujet, on revient sur comment on bloque l'économie. Et donc ça, c'est un sujet purement politique par rapport à la crise sanitaire. Donc je ne pense pas que la lisibilité soit claire aujourd'hui. Et derrière, parce que ça, c'est l'élément de la confiance. Hein. Moi, je vous le dis, l'incertitude dans la tête des chefs d'entreprise aujourd'hui est clé. Et ils savent qu'il faut qu'ils avancent, que ce soit les grands et les moyens avancés, ils avancent, eux, les plus petits et les moyens, beaucoup plus difficilement. Et je peux vous dire que ça touche les PME, les PMI de façon formidable. Donc ça, c'est un vrai sujet de la visibilité. Donc pour moi, ça, c'est des éléments de court terme. L'autre élément de court terme, c'est comment je trouve des capitaux propres dans une crise qui me les a rincés. Hein. Et ça, je peux vous dire que moi, j'ai pas entendu de réponse. Hein. Moi, j'entends pas de réponse à ce sujet, pas du tout. Donc voilà, ça, c'est des éléments de court terme, mais c'est des éléments génériques. Le sujet des investissements, c'est des sujets de long terme. Et relocalisation, oui, mais surtout vision stratégique. Et le dernier point, puisqu'on parle de stratégie, dans une société de l'immatériel, j'insiste, l'investissement dans les compétences, moi, je l'ai pas vu. En tout cas, il y avait des éléments précédents qui existaient, il y a une conscience de ça. Je ne dis pas que les hommes politiques, quels que soient les bords, ne comprennent pas ce sujet, mais la vision déterministe d'aller chercher l'investissement dans les compétences, alors qu'il faut justement peut-être passer de l'hôtellerie à d'autres secteurs et transformer ces compétences dans un monde digital, waouh, la France est, par rapport, je peux vous dire, à ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, parce que fait par le secteur privé aux États-Unis, pas par le secteur public, on commence à être en retard. Hein. Isabelle, est-ce que tu veux dire un dernier mot? Juste un point sur compétences. Hein. C'est vrai que je pense que nous, universitaires, je pense que dans le plan de relance sur enseignement supérieur et recherche, je pense que ça aurait été un moment où on aurait pu encore plus accélérer un certain nombre d'investissements sur ces sujets. C'est un peu le cas, mais très clairement, je pense qu'on est un petit peu déçus à l'université dans les centres de recherche. Isabelle, un dernier mot ou... Non. Ok, d'accord, bah, tu te réserves pour après. Je vais revenir sur un point qui a été évoqué, je crois, par deux d'entre vous sur les territoires et la question de relocalisation. Parce que nous, économistes, on a pas mal regardé cette question, le fait que une des manières de baisser les coûts, d'augmenter la productivité, en particulier dans le secteur manufacturier, c'était d'avoir des clusters, de la coordination, de la coopération au niveau local, qui implique la question des compétences, la question évidemment des relations entre les entreprises, un marché du travail qui est plus spécialisé et plus efficace, ce qui n'est pas sans risque. Hein. On peut le voir par exemple avec la région de Toulouse, quand on se spécialise fortement sur une industrie, ça a des avantages en termes de productivité, mais ça peut aussi être un risque, évidemment, quand l'industrie va mal. Comment vous voyez cette question, et en particulier, peut-être pour Arnaud Montebourg, aussi la dimension politique. Je prends le secteur automobile. On a deux clusters, entre guillemets, en France qui marchent bien, l'Est et le Nord. Et puis ensuite, on a potentiellement des sites de production dont on se dit que peut-être s'ils étaient, eux, délocalisés ou relocalisés vers les clusters, c'est-à-dire de dire il y a peut-être besoin d'une concentration de ces sites de production sur quelques régions, Nord et France, mais ça signifie un coût politique, parce que ça signifie de dire on accepte, par exemple, de fermer des sites de production en France, dans certaines régions qui ne sont pas les meilleures pour
pour un secteur et de le remettre ailleurs. Comment vous voyez cette question qui a quand même un enjeu politique et que certainement vous avez vécu vous-même en tant que ministre, mais comment vous voyez cette question des territoires dans l'enjeu de la relocalisation ? On a deux sujets. On a le sujet de la compétitivité des sites automobiles, qui sont des anciennes usines très très larges, peu compétitives, structurellement peu compétitives. Et d'ailleurs, quand Toyota s'est installé à Valenciennes, pourquoi Toyota investit, augmente, embauche, continue à augmenter sa production à Valenciennes? Parce que c'est une usine très compétitive qui est compacte. Et donc le sujet pour les constructeurs automobiles en France, c'est de passer de ces grandes usines très vastes à des usines beaucoup plus compactes. C'est très impressionnant de voir la différence. Bon. Donc c'est pas tellement de se rapprocher des clusters, en fait, d'une certaine manière. Quand on ferme par ailleurs un site, on ne le réouvre jamais. Parce que c'est une perte d'actifs considérable. Et reconstruire une usine, ça coûte très cher. Donc c'est une industrie qui malheureusement doit plutôt fonctionner sur la résilience. C'est-à-dire mieux vaut du chômage technique qu'une fermeture d'usine, pour moi, selon moi. Mieux vaut attendre la remontée du cycle parce qu'on aura toujours besoin de véhicules. Pousser très fort la R&D sur l'innovation, et dans l'automobile, excusez-moi, on n'a rien inventé depuis un siècle, puisque en vérité, à part mettre des batteries et augmenter la taille des batteries et changer le système propulsif, on n'a rien inventé dans l'automobile. Ça restera toujours, et on en a encore pour un moment, je crois. Donc on a, je crois, à tenir bon, gérer les effectifs sans trop de dégâts, pousser sur l'innovation dans la mutation hybride, électrique et autres formes de mobilité, et commencer à investir dans l'automobile, le secteur du service, la donnée, véhicules autonomes, tous ces sujets-là, qui permettra aux constructeurs de ne pas être que des vendeurs, des assembleurs et des vendeurs de caisses, mais être aussi porteurs et vendeurs de services, là où se trouvera la future valeur ajoutée. Voilà. Donc, ça me paraît, c'est ça la stratégie de l'automobile. Mais fermer des sites, j'en ai fermé, je peux vous dire, on les réouvre jamais. Jamais. Dominique Carrel. Alors, nous, sur cette question des territoires, on n'a pas attendu la crise Covid pour y réfléchir, parce qu'en fait, on a eu un épisode très franco-français il y a quelques mois qui nous y a fait réfléchir, c'est l'épisode Gilets jaunes. Et quand on a regardé un petit peu du point de vue des entreprises, le pourquoi, du comment, je ne dis pas du point de vue sociologique ou politique, vraiment du point de vue des entreprises, ce qui est apparu vraiment fortement, c'est depuis une trentaine d'années, une hyper-métropolisation de notre économie, c'est-à-dire que la création d'emplois se fait massivement en métropole et la désindustrialisation et la destruction d'emplois s'est fait massivement dans des sous-métropoles ou des non-métropoles. Donc je ne sais pas s'il faut réinventer la datar pour se dire qu'on va remettre un peu d'équilibre là-dedans, politique, sociologique, industriel, économique, mais il y a certainement des pistes à creuser. Et puis l'autre piste qui a creusé que monsieur vous avez soulevé, c'est cette histoire de retrouver de la compétence, parce que des sites ferment parce qu'on n'a pas entretenu la compétence. Or, moi je m'étonne toujours des chiffres, me dire qu'il y a 608 000 postes disponibles à Pôle emploi et que, avec l'accélération des mutations technologiques, on va inévitablement vers de la destruction d'emplois parce qu'il y a une certaine forme de darwinisme aussi. Je pense qu'il faut massivement investir, et en territoire, sur la mutation des compétences. Et le système que le MEDEF et l'UIMM ont proposé sur le modèle allemand du Kurzarbeit, qui est le chômage de longue durée avec la contrepartie, avec une prise en charge partielle de l'État, avec la contrepartie qu'en échange, on paye de la formation et on accélère la formation de ces équipes, me semble être de nature à justement pouvoir arbitrer entre on maintient de l'activité, on ne laisse pas le darwinisme se faire. Certaines fois, malheureusement, ça sera trop tard, mais d'autres fois, on a encore le moyen, par l'accompagnement dans la mutation rapide des compétences, de pourvoir justement à cette désindustrialisation en dehors des métropoles. Bernard Guinier, c'est vous qui avez introduit ce sujet des territoires. Donc oui, le sujet des territoires, si vous voulez, une fois encore, c'est une notion d'écosystème.
Donc moi, territoire, si je me situe à une maille régionale, on va dire, dans un monde globalisé, je dois avoir une stratégie économique. Et donc, j'ai à la fois, si je raisonne comme une entreprise, je vais avoir des actifs, je vais avoir une histoire, je vais avoir une culture, je vais avoir un positionnement géographique, je vais avoir des industries historiques. Et alors, si je deviens dépendant à une, c'est très dangereux. Et je dois, dans le monde de demain, si je me projette, me dire comment j'arrive, et ça c'est ce qu'on entend dans toutes les régions et toutes les entreprises vous le disent, quand elles sont en région, en France notamment avec le poids de Paris qui est extrêmement fort, alors que si on se projette dans la crise avec le télétravail, on peut imaginer de relocaliser, de remettre les compétences autrement dans le futur, réindustrialiser autour des métropoles. Il faut avoir une vision régionale, pas métropole. Donc ça pose la question de la vision stratégique des régions sur le plan économique. Quels sont les actifs et les passifs qu'ils ont, quels paris ils font avec une vision des différentes filières dont ils disposent et les filières d'avenir. Donc ça impose une vision stratégique. Et donc ça pose des questions de quels sont le rôle des différents acteurs, quel est le rôle de la région dans ce domaine, sa capacité à imposer dans un système français administratif, centralisation, décentralisation, différents niveaux. Il faut bien reconnaître que c'est quand même très très compliqué. Hein. Donc moi je le vois sur le terrain, que si vous parlez à des chambres de commerce ou d'une métropole dans le sud de la France avec la région, est-ce que je suis capable de m'entendre sur cette vision économique? J'ai plusieurs agences d'attractivité. On a un manque de cohérence lié, qui est induit par notre système administratif extrêmement complexe, qui n'est absolument pas adapté, à mon sens, à demain. On ne veut pas faire cette réforme, à mon avis, parfois purement politique et individualiste, parce qu'il faut des élus, il faut des postes. Il y a un certain nombre de sujets là qu'on devrait vraiment craquer et que on a laissé de côté dans le plan de relance, enfin je veux dire dans la vision. Donc ça veut dire une stratégie, une fois de plus, une stratégie, un écosystème des acteurs, un assemblage de la vision. Mais du coup, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il y a certainement trop d'acteurs en jeu, de la coordination. Mais du coup, ce que je n'ai pas tout à fait compris, et peut-être dans vos différentes réponses, c'est qui? Ça doit être l'État, la région, le département, le préfet. Enfin, vous dites tous qu'il y a, j'ai l'impression, pas assez de coordination ou trop d'acteurs, mais du coup, s'il y en a un seul, c'est lequel? Juste, à la limite, peut-être la région. Donc la région. Isabelle, tu as le droit de passer. Mais on est tous en train de dire qu'il y a trop d'acteurs, c'est trop compliqué. Mais du coup, alors, donc c'est très clair, c'est la région pour vous. Moi, sur cette question de réindustrialisation, relocalisation. Depuis 300 ans, donc je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais en tout cas, ce que je pense, c'est qu'au plus près de l'analyse des trous dans la raquette, des besoins du terrain, des besoins de consolidation de filières ou de mutation de compétences, la région est le bon interlocuteur. Mais en revanche, si on veut une cohérence d'ensemble dans une économie monde, je pense que c'est quand même l'État qui doit avoir la décision. Mais bon, ça n'engage qu'une réflexion purement personnelle. Et moi, je représente les entreprises et non pas la décision publique. Je propose le préfet. Très bien. Région. Alors, écoutez, c'est clair. Qui, lui, on a un peu tout. Hein. Vous voyez que... Alors, je ne sais pas, Isabelle, si tu veux reprendre la parole pour... Pas le ministère. Le préfet. Non, mais il ne s'agit pas tellement de se prononcer qui doit décider, mais je pense que la question qui était derrière la question de Philippe et qui n'est pas tellement répondue ici, c'est celle de finalement ce qu'on appellerait l'économie politique de ces décisions. Et le problème qui est lié au fait qu'il y a une dimension territoriale qui est évidemment très importante, et c'est pour ça aussi qu'on cible l'industrie, parce qu'on sait que c'est de l'emploi qui est mieux réparti sur le territoire, qui a plein de propriétés intéressantes, très bien. Mais la question centrale qui me semble compliquée, c'est celle effectivement de savoir quand on délègue, si on veut déléguer la décision à des niveaux territoriaux plus fins, il y a un problème d'alignement des objectifs, hein, et donc c'est ce que mentionnait tout à l'heure Philippe. On sait par exemple qu'essayer de faire de l'aménagement du territoire avec de la politique industrielle, ça ne fonctionne pas. Les expériences empiriques montrent que c'est des politiques qui sont très peu efficaces. Ce qui semble marcher un peu mieux, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de ces clusters industriels. Mais ça veut dire que effectivement,
tous les territoires ne sont pas également bien armés pour accueillir tous les investissements. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut évidemment prendre en compte. Et c'est pas facile quand on délègue la décision à des acteurs locaux qui ont des objectifs qui sont un peu différents de celui, disons, de la puissance centralisée. Ok, merci. Alors, je voudrais passer des territoires maintenant à l'Europe, et en particulier sur les questions de politique commerciale, sur ces questions de localisation, relocalisation, parce qu'en effet, un des mécanismes, et on l'a vu, par exemple, ça a été le choix de Trump, très clairement, pour faire de la relocalisation aux États-Unis, c'est on met des tarifs, on est très dur d'un point de vue commercial avec la Chine, etc. Donc, comment vous voyez cette question, et en lien aussi avec un débat qu'on a aujourd'hui en Europe sur le mécanisme d'ajustement aux frontières avec la taxe qu'on est en train de discuter, la taxe CO2. Comment vous voyez cette question, et est-ce que c'est une des possibilités sur la relocalisation ou pas du tout? Vous parliez de libre-échange. Quand on pense au marché public, la France a très clairement un avantage comparatif sur ces questions de marché public. Est-ce que c'est la bonne stratégie de se fermer quand on a un avantage comparatif sur un secteur? Donc voilà, j'aimerais bien qu'on parle d'Europe et donc de politique commerciale. Arnaud Montebourg. Ça ne vous surprendra pas. Non, D'abord, je pense que le libre-échange peut parfaitement supporter des taxes douanières, des taxes carbone. La liberté n'est pas le droit de faire tout et n'importe quoi, déjà. Donc, c'est pas le libre-échange contre les taxes. C'est pas vrai. C'est le libre-échange tempéré par l'expression des nations et des besoins des populations. Voilà. La taxe carbone, dont on parle depuis 10 ans, ça a commencé avec Sarkozy, l'accord de Paris est passé par là, n'est toujours pas là. Il y a eu une levée de dettes au plan européen mutualisée, sans ressources propres. Il est hors de question que les États membres remboursent par des contributions nettes, donc des plans d'austérité dans chaque pays, la dette qui a été levée mutuellement. Donc il faudra des ressources propres, et il faudra éviter de les prendre sur les Européens, il faudra prendre sur les autres. Donc c'est numérique, d'après ce que j'ai compris, d'après les déclarations de Mme van der Leyen, et carbone. Alors, la taxe carbone, le prix aujourd'hui des États, c'est 40 à 50 euros la tonne à peu près. Dans la trajectoire, on devrait être en 25-30 à 750 euros. On est très loin. À ce prix-là, on retrouve des usines d'acier, de pneus. Vous savez, Obama, il a fermé la frontière. Non, il a surtaxé l'importation de pneus. C'était pas Trump, c'était Obama. Il a mis des taxes de 80% sur les importations de pneus chinois. Donc la pression sur les prix à la baisse que les Chinois avaient imposée sur tous les marchés mondiaux que nous avons subi en Europe, nous on a fermé Michelin, on a eu des fermetures chez Michelin, Continental, Goodyear et maintenant Bridgestone. Bon, donc on voit bien que si on laisse la pression du prix mondial qui est fixé par le price maker, qui est le premier atelier du monde et producteur mondial, qui est maintenant la Chine, vous voyez bien qu'on est mort. Donc on va continuer à désindustrialiser. On n'en est même pas à relocaliser là pour le coup. Relocaliser dans les secteurs d'avenir, mais éviter de perdre la substance productive dont nous avons besoin. Et on aura besoin de pneus encore pendant longtemps. Et même quand les voitures seront toutes électriques, même quand on est à vélo, on a besoin de pneus. Même quand on est à bus, on a des pneus. Et pour manger, il faut des tracteurs. On aura besoin de pneus. Donc tout ça a un sens de protéger cette industrie qui est vitale, et puis par ailleurs qui est pourvoyeuse d'emplois. Donc moi j'ai regardé ce qu'a fait Trump. Je déteste ce personnage. Je n'ai aucune espèce de sympathie pour lui. Mais j'ai regardé ce qu'il a fait dans la première partie de son mandat avec l'industrie automobile. Il a imposé aux constructeurs américains qui avaient délocalisé au Mexique, pour avoir le droit de réimporter sur le sol américain des automobiles fabriquées au Mexique mais revendues en Amérique, donc c'est-à-dire avec une marge beaucoup plus forte aux États-Unis vu le pouvoir d'achat des Américains contrairement aux Mexicains. Il leur a dit vous alignez vos salaires sur ceux de la Californie, $16 de l'heure. Intelligent.
intelligent. Ça fait monter le niveau des droits sociaux dans les pays pauvres, ça accélère le développement, ça met à niveau, finalement, on évite la concurrence déloyale sur le prix du travail, donc sur l'utilisation des travailleurs, l'exploitation des travailleurs. Ça permet aussi de négocier avec le Mexique la question de l'immigration, aussi de traiter le problème de l'immigration. Moi, je trouve qu'on aurait dû avoir une politique de cette nature à l'intérieur de l'Europe, mais aussi vis-à-vis de nos frontières, sud notamment, où nous avons les mêmes problèmes qui vont arriver. Alors, évidemment, il y a une mer qui nous sépare, et non pas le Rio Grande. Et vous voyez le cimetière qui est devenu la mer Méditerranée. Donc nous avons à traiter ces questions-là de façon sérieuse. Donc faire remonter les prix des salaires, le niveau des salaires dans les pays pauvres, c'est une politique. Et c'est une politique qui doit être menée par la taxe douanière. Merci. Juste un petit point quand même sur la taxe CO2 à la frontière, à laquelle je suis extrêmement favorable. Mais dire que ce ne sera pas payé par les Européens et que ce sera payé par les exportateurs, Isabelle, je la vois sourire parce que je crois qu'on est d'accord, tous les travaux empiriques disent non, elle sera payée par les consommateurs. Il y a ce qu'on appelle le pass-through, des tarifs vers les prix des consommateurs. Donc, pardonnez-moi, je rectifie. Elle ne sera pas payée sous forme d'impôt par les consommateurs. Enfin, mais les consommateurs, ils ne sont pas obligés de consommer si c'est cher. Non, tandis que l'impôt, vous êtes obligé de le payer. C'est toute la différence. Je suis d'accord, mais j'entends la petite musique aussi du gouvernement qui est la taxe CO2, c'est très bien, les tarifs, c'est très bien parce que ça ne sera pas payé par les Européens. Je pense que nous, économistes, on a fait énormément d'études pour montrer que empiriquement, si ce sera payé par les consommateurs, et acceptons-le, disons qu'il y a en effet un arbitrage à faire, mais la taxe CO2, c'est d'abord une politique environnementale. C'est clairement donner des incitations pour faire réduire les émissions de CO2. Très court, parce que je veux que les autres intervenants puissent intervenir aussi. Sur les importations chinoises, c'est environ $200 par an sur le consommateur américain moyen. Donc c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, mais dans l'arbitrage politique, moi je suis pour. D'accord. Non mais okay, on est d'accord. Non mais il y a un arbitrage, et moi je suis pas contre non plus, mais je pense qu'il faut le présenter comme ça. Plutôt que plus d'usines. Voilà. Mais il faut un pays avec des musées et des stations de ski. C'est un arbitrage et donc en tout cas c'est pas du free lunch. C'est pas du free lunch de ce point. Voilà. Est-ce que vous voulez réagir? Alors, sur l'Europe et la politique de concurrence, nous, on milite au MEDEF pour une politique de concurrence modernisée qui soit à la faveur des producteurs, des entreprises productrices sur le sol européen et des salariés qui la composent. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, nous militons pour une politique de concurrence un peu plus équitable qu'elle ne l'est et respectueuse de ce que l'on décide ensemble. Donc de ce fait, par rapport à une économie mondiale et numérique, nous jugeons que nous ne sommes pas les meilleurs élèves. Et parfois en France, nous sommes trop bons élèves par rapport justement à nos amis européens. Donc nous souhaitons un petit peu plus de coordination et qu'on joue tous le jeu face à une économie mondiale numérique et corriger une certaine forme d'iniquité quand on voit que certaines aides justement profitent à des entreprises qui n'ont ni salariés ni production en Europe, ça nous gêne un tout petit peu. Alors sur l'Europe, moi je pense qu'il faut quand même regarder les grands ensembles. Donc on est face à deux géants qui sont les États-Unis et la Chine. L'Europe est, il faut bien le reconnaître, aujourd'hui inexistante et sur un certain nombre de politiques parce qu'incapable d'avoir une vision commune. C'est assez simple. Aucun des pays européens seul ne peut y arriver. Nous y avons tous intérêt. Donc on a un problème de leadership par rapport à ça, et surtout sur quel sujet? En matière économique et de régulation. Donc je pense que le rôle de l'Europe, c'est de mettre en avant sa puissance de ses consommateurs, de son marché. Puisque c'est ça. Pourquoi les autres viennent chez nous? C'est pour vendre leurs produits quand même. Ou aller éventuellement faire du tourisme d'ailleurs, ce qui n'est pas en soi mauvais, et c'est aussi un élément d'actif. Pour moi, la France a une culture, une géographie, des actifs immatériels absolument incroyables sur le plan culturel et autres, que l'on doit protéger. Mais donc la vision de l'Europe en matière de régulation, parce que moi je pense que c'est un sujet majeur, c'est de combattre
un principe de compétition que voudraient nous imposer ces grands acteurs, que l'on a poussé dans ce monde néolibéral dont on voit les effets négatifs aujourd'hui, il faut bien le reconnaître. Pourtant, je suis une entreprise qui aide les grandes entreprises à progresser tous les jours, ou les moyennes ou les petites. Donc le sujet, c'est comment on compense ce principe de compétition qu'on a poussé trop loin et qui conduit à ces urgences climatiques, sociales et autres, avec un principe de coopération. Et donc on doit mettre en avant en Europe un certain nombre de valeurs qui protègent nos consommateurs et nos marchés. Donc quelle régulation? Régulation en matière fiscale, et donc il faut imposer notre vision du monde aussi à ceux qui voudraient travailler chez nous et vendre leurs produits. La méthode d'extraterritorialité américaine est quand même incroyable. Enfin, on en parle rarement, mais je trouve ça merveilleux. La régulation en matière d'antitrust doit être renversée au sens de... On a favorisé le consommateur, mais qu'est-ce qu'on a abouti à faire? C'est à délocaliser ailleurs et en dehors de l'Europe pour avoir une vision du prix qui est effectivement favorable aux consommateurs, mais qui aboutit à détruire notre tissu industriel. Donc là aussi, c'est des choix politiques. Donc quel type de régulation on veut en matière d'antitrust? Est-ce qu'on doit rééquilibrer? Je pense que c'est un peu le sens de l'histoire, c'est ce que j'entends, j'espère que ça va venir. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, ce sujet sur l'antitrust, c'est le même sujet. Comment ma politique antitrust va me permettre de relocaliser en matière de régulation non financière, donc non taxe, parce qu'on parle toujours de la finance. Mais quand je vois la politique chinoise, j'ai vécu en Chine de 1997 à 2000, je peux vous dire qu'ils font tout pour protéger leur marché en non financier. C'est-à-dire, tu n'as pas accès à ce secteur, je dis que je suis un pays en voie de développement, et pendant des années, je protège mon secteur et je deviens un acteur majeur d'une industrie. Donc c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut jouer, sur le non financier, sur la régulation, sur la vision qu'on a de l'Europe, de son rôle et d'un nouveau leadership européen dans le monde, avec un certain nombre de valeurs humaines, sociales et environnementales. Merci. Isabelle, c'est toi qui auras le mot de la fin, parce qu'il nous reste 1 minute, je crois. Donc je vais essayer d'aller vite. Donc il y a différentes questions. Je pense que sur la taxe sur le CO2 associée à la taxe carbone européenne, j'y suis extrêmement favorable pour des questions qui relèvent vraiment de questions écologiques. Donc je pense qu'on doit se permettre une forme de protectionnisme pour arriver à des objectifs ambitieux en termes de transition écologique. Par contre, sur la question de la politique commerciale pour des raisons de compétitivité, moi je pense que c'est une solution qui n'est pas du tout à choisir, et notamment parce que les nombreux problèmes de compétitivité dont on a parlé aujourd'hui, c'est des problèmes de compétitivité vis-à-vis de nos partenaires européens. Donc moi je ne crois pas du tout que la solution soit de taxes à l'entrée de l'Europe. Ce qu'il faut, c'est réussir à gagner des parts de marché sur nos partenaires européens. Et donc, je ne suis pas du tout d'accord sur cette solution-là. Bon, donc on finit sur quand même un point de désaccord, c'est pas si mal. Et je crois que non, mais je pense que je sais... Mais je pense qu'on est obligé d'arrêter. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 1 an. Donc on fera certainement une première évaluation de l'impact du plan de relance sur les relocalisations. Et je suis sûr qu'on aura un débat encore très riche. Merci à vous.